Geneviève, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Écoute, normalement, on commence direct comme dans les questions et tout, mais on aimerait ça que tu puisses présenter un peu ce que tu fais, parce que on a des humoristes, on a du monde d'OD, des affaires de même, mais toi, t'es un peu plus un expert dans un domaine, puis on aimerait ça que tu te présentes pour bien expliquer le truc. Ben oui. Moi, je suis Geneviève Savard, donc j'ai travaillé comme consultante en immigration. Mais avant de faire ça, j'étais agente d'immigration pour le gouvernement du Canada. J'ai fait ça en Inde, au Pakistan. Puis après ça, je suis revenue au Québec. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? Je pense que je vais aider les gens qui veulent immigrer au Canada. Puis je me suis spécialisée dans les couples. Ah ouais, particulièrement les couples. OK, parfait. Puis là, est-ce que tu es prête? Là, disclaimer à tout le monde, OK? François, Antoine et moi ne sommes pas des experts de ce sujet. Je sais pas si j'avais besoin de le dire ou si ça tombait sous le sens. Mais c'est pour ça que justement on a invité Geneviève, parce que justement on veut en apprendre aussi là-dessus. Il y a eu beaucoup de changements dans les derniers jours. Là, il y a l'élection américaine qui est aujourd'hui même. Là, le podcast va sortir plus tard. Mais c'est tous des enjeux vraiment importants dans notre société. Puis on connaît pas ça. Donc encore une fois, comme il a dit, disclaimer, peu importe ce que je vais dire, c'est pas valable. Non, mais on se prête au jeu aussi de vouloir aller comprendre la chose plus en profondeur, puis de peut-être défaire aussi des légendes urbaines qu'on peut entendre des fois dans les médias et tout. Puis on souligne que les propos de Geneviève sont aussi appelés à la nuance. T'sais, on va commencer avec des questions oui ou non, mais effectivement, ça va être oui ou non dans l'esprit du jeu, là, la gang. Fait que ça se pourrait que la réponse, ça soit tout le temps ben ça dépend. Puis ça dépend dans beaucoup de trucs qui touchent la société, les sciences sociales et tout. Mais là, aujourd'hui, on va essayer de trancher avec des oui-non. Puis après ça, on va pouvoir debunk tes réponses et les explorer un peu plus. Est-ce que tu te sens d'attaque? Allez hop, on y va. Ouais, OK. Y a-t-il quelqu'un qui compte la minute ou... Top départ. Est-ce que, selon toi, c'est simple, comparé aux autres pays, d'immigrer au Canada? Non. Non, OK. Est-ce vrai que plusieurs immigrants n'ont pas accès à une juste reconnaissance de leurs acquis, diplômes, autre chose comme ça? Oui. Oui, OK. Selon vous, est-ce que les processus d'immigration sont trop lents au Canada? Oui. Oh. Est-ce que le Québec est une terre d'accueil alléchante pour ceux qui souhaitent venir au Canada? Oui. Sommes-nous un pays dépendant de l'immigration? Oui. Est-ce que les processus d'immigration sont à jour côté technologie? Non. Oh. Ça, là, je la sentais. Est-ce qu'un mur peut réellement changer quelque chose aux frontières d'un pays? Selon toi? Oh God, non. Est-ce que l'immigration est la meilleure solution au vieillissement de la population et la robotisation? Autre chose du genre. Il y a une... c'est dur, hein? Elle est dure, celle-là. Je dirais... Faut être réaliste, là. Non, ça peut pas être la seule solution. Ça peut pas être la meilleure. On va revenir sur elle. OK. C'est bon, une dernière pour terminer. OK, une dernière pour... Est-ce que le processus de francisation peut être amélioré? Oui. Dans tes yeux, j'ai vu définitivement. Super. Écoute, j'ai goût qu'on reprenne sur celle-là où est-ce que t'as buggé un peu, dans le fond. Qui était, est-ce que l'immigration est la meilleure... buggé. C'est ma question qui impliquait un bug, là, je m'excuse définitivement. Est-ce que l'immigration est la meilleure solution au vieillissement de la population, la robotisation et tout? Sûr qu'au Canada, on fait moins d'enfants. La population vieillit, c'est pas mal la réalité. Tu dis qu'il faut pas que ça soit la seule solution? Ben, mon cœur de Québécoise a envie de dire, ça serait le fun que comme nation, que comme province, qu'on réussisse à s'organiser, puis à fonctionner, puis à s'améliorer, à être plus productif, à amener des nouvelles technologies, tout ça. Mais la réalité, c'est que ça se fait pas en claquant des doigts. Fait que, rendu là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, il y a des gens qui peuvent venir puis qui apporter leur expertise, puis venir nous aider dans ce qu'on essaie de faire. Parlant d'expertise, justement, là, c'est ça qu'on disait. Je pense que c'est un cliché qu'on entend souvent. Moi, j'ai vécu à Toronto, je le vois à Québec. Le nombre de discussions que j'ai eues avec
n'importe qui venait de n'importe où ailleurs dans le monde puis qui me disait « Ah, moi, j'ai un doctorat en telle affaire, puis en ce moment, je conduis un taxi. » Ou genre, tu sais, c'est comme cette image-là qu'on voit quand même souvent. Là, je veux pas approprier de stéréotypes à personne, là, c'est vraiment juste une image, je pense, qu'on voit en général. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à... D'un, c'est une réalité. Là. Il y a plein de gens qui arrivent avec un bon background puis que c'est pas reconnu. Ouais, puis des fois, c'est même pas compliqué. Là. Moi, je connaissais un de mes chums, un ami à ma blonde, que lui, il était plombier en France, puis il est arrivé ici, puis son cours de plombier était même pas reconnu parce qu'il y a des différences dans le métier. Mais tu sais, on pourrait assez facilement, j'imagine, l'intégrer à ces différences-là, puis l'intégrer à la réalité de la job de plombier au Québec, parce que là, il pouvait même pas pratiquer comme plombier. Qu'est-ce qui fait que c'est si différent? Qu'est-ce qui fait que c'est si dur à reconnaître? Il y a beaucoup les ordres professionnels qui mettent du... J'ai juste l'expression red tape, là. Ouais. Tu sais, qui rendent ça un peu plus complexe, à tort ou à raison. Mais ça, c'est une réalité qu'on a, qu'il y a beaucoup d'ordres professionnels qui rendent ça un peu compliqué. Le gouvernement, à un moment donné, a voulu faciliter la transition, faciliter la reconnaissance des acquis, mais faire un programme pour le plombier qui arrive de France, le plombier qui arrive du Cameroun, le plombier qui arrive d'Algérie, ça demande des ressources qui sont quand même complexes. Ouais. Par ressources, on parle définitivement d'argent, puis de temps, puis de... Ouais, tu sais, des programmes d'école, puis des ressources, tu sais, en entreprise qui vont accepter de faire des stages à ces gens-là. Ouais, puis là, après ça, il y a un autre problème social est-ce que les entreprises privées vont être prêtes à mettre la main à la pâte et être les premiers à ouvrir le chemin dans ce cursus-là. Là. C'est-à-dire, moi, je suis une entreprise privée puis je décide que ouais, ça me fait plaisir d'essayer ce nouveau programme. Il y a quand même des risques liés à essayer quelque chose de nouveau dans le genre. Là. Ou à décider de prendre le temps pour former cette personne-là aussi. Là. Ouais, avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est beaucoup des trucs qu'on voit, ça, des gens qui commencent à être compagnons, mettons, en construction, puis qui rentrent pour une entreprise où ils disent on termine vos formations, on engage même si vous n'avez pas tout à fait terminé, puis on vous instruit sur le chantier comme ça, at point blank, puis tu sais, je pense que c'est de quoi qui pourrait se faire, puis je pense que c'est peut-être quelque chose qui viendrait justement des entreprises privées qui montrait probablement un manque à quelque part, puis que c'est là que ça pourrait se développer. Peut-être plus des affiliations privées, plus qu'un vraiment un programme gouvernemental. Ouais, y en a-tu que c'est comme plus facile à reconnaître, mettons, selon toi? Ces temps-ci, on a eu beaucoup les préposés aux bénéficiaires. Ouais, parce que... il y avait une demande. J'ai jamais entendu si... Ouais, je pense qu'on en manque. OK. Ça, il y avait comme plus de flexibilité à ce niveau-là. Ben, ils ont développé des programmes carrément pour ça, puis sont allés chercher, mettons, des infirmières en Afrique de l'Ouest, qui les ont reformées comme préposés aux bénéficiaires, ici au Québec. Puis, ils ont été engagés ensuite là, dans les hôpitaux, puis les CLSC. C'est quoi, selon toi, le pouls de cette population de gens-là qui arrivent, qui sont infirmières, mettons, puis qui, tu sais, ils se font reconnaître leurs acquis pour être préposés aux bénéficiaires? Pour eux, est-ce qu'ils voient ça comme un downgrade? Est-ce qu'ils voient ça comme une opportunité? Parce que c'est pas le même travail, au final. Là. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ouais, hein? Okay. Ils gagnent plus ici en étant préposés aux bénéficiaires qu'en étant infirmières dans leur pays. T'sais, moi, quand j'étais agent d'immigration, j'ai dû approuver des demandes de gens qui avaient travaillé comme infirmières dans un hôpital de 10 lits dans le fin fond de la campagne. T'sais, la notion d'être infirmière, ça varie d'un pays à l'autre. Fait que là, c'est le fun. Ils arrivent ici, ils ont cette opportunité-là, puis ils peuvent partir de là, puis bâtir quelque chose. Puis souvent, ils vont le faire pour leurs enfants. Que leurs enfants aient une opportunité de naître ici, avoir l'éducation, et ainsi de suite. Là. Ben, puis aider leur famille aussi qui est encore en Afrique peut-être aussi, là, avec l'argent qu'ils peuvent faire. Là. Oui. Quand tu parlais de, justement, tu t'es spécialisé en couple, qui dit couple dit famille, ou c'est spécifiquement peut-être plus des duos, parce que je sais qu'il y a toute aussi la notion de personne A va arriver en premier, mais ça va prendre 3 ans avec la personne B arrive, puis qu'après ça, les enfants vont... Y a-tu comment ça fonctionne ça plus spécifiquement? C'est
en duo, ils peuvent arriver avec un même emploi? Comment ils se sont interreliés, vraiment, ces deux personnes-là? Belle question. Ouh, ouais. Je m'y connais pas, je pose des bonnes questions. Je te dirais que ce qui arrive souvent, c'est, mettons, t'en as un qui va venir étudier ici. Il part, tu sais, comme ma clientèle vient beaucoup du Maroc, l'Algérie, etc. Fait que, mettons, on va dire le portrait type, là, il part de l'Algérie puis il s'en vient étudier au Québec. Il vient faire une maîtrise. Finit sa maîtrise, obtient un permis de travail post-diplôme. Il travaille, il obtient sa résidence permanente. Après ça, il retourne en Algérie puis il va se marier. OK. Puis là, c'est là qu'ils viennent me voir puis ils me disent « Geneviève, je veux faire venir ma femme, comment je m'y prends? » Là, déjà là, on parle de facilement 5 ans avant même de penser à amener quelqu'un. D'arriver à faire les études, de s'installer, trouver résidence, bien s'installer dans un emploi puis être assez stable pour dire... Parce qu'ils ont des preuves à te donner probablement que quand ça fait 3 semaines qu'il est dans un emploi, il peut pas arriver directement à dire j'ai un emploi, c'est sûr que... Y a-t-il une temporalité minimum de dire ça fait 6 mois, ça fait 1 an que je suis avec tel employeur, donc ça prouve à vous que c'est stable comme emploi? Ben, pour les couples, tant qu'il y a la résidence permanente ou qu'il est citoyen canadien, c'est possible de faire venir l'époux, l'épouse. OK. Puis les enfants, eux autres? S'il y en avait déjà, mettons, avant? Oui, ils peuvent venir. Aussitôt qu'il devient résident permanent, c'est correct. OK. Puis... Mais c'est tout le processus avant d'aboutir à avoir la résidence permanente qui est quand même assez long. Combien de temps, mettons, au minimum, ça peut prendre d'avoir une résidence canadienne, selon toi? Ça va beaucoup varier selon les programmes. Il y a une multitude de programmes. Ce qu'on ne sait pas vraiment au Canada, c'est qu'il y a à peu près comme 80 programmes d'immigration, tu sais. Ben, moi, justement, je suis tellement néophyte là-dedans. C'est ça, je connais rien dans tout ça. Je sais que toi, ton ex, elle a vécu ça un peu, puis tout ça. Ouais. Parle-nous, genre, vraiment, là, c'est comment que ça s'appelle, les livres, là, apprendre à quelque chose pour les tweets. Pour les nuls. L'immigration pour les nuls. Regarde, je suis le nul, là, OK? Ah ouais, on est 3 nuls, là. Essaie de me vulgariser ça, mettons, quelqu'un qui arrive, tu disais surtout l'Algérie, tes clients, quelqu'un qui arrive de l'Algérie, puis que on va prendre une infirmière ou quoi. C'est quoi le processus, puis comment, là, comme tu as dit, c'est difficile de mettre un temps là-dessus, là, mais... Vulgarise-moi ça, parce que pour te situer puis pour en rajouter un peu sur la question de Frank, c'est que mettons moi je pensais qu'on arrivait, t'allais mettons au bureau d'immigration sur le site puis t'avais un lien puis comme tu suivais comme un dossier, mais là tu me dis qu'il y en a 80 des chemins. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Il semble avoir juste un petit calpul à remplir, là, non? C'est pas ça de Noël? Si seulement. Puis c'est toutes des lettres aussi qu'il faut que tu envoies parce que à part les courriels, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Attends, on va revenir au côté technologique. Fait que là, il y a 80 chemins pour rentrer. Oui, il y a beaucoup de manières de rentrer. Puis si c'était simple, une personne comme moi n'existerait pas. Fait que les gens, quand ils viennent ici... C'est souvent parce qu'ils ont fait des démarches qui sont très longues. Ça peut... comme j'en ai eu un qui a immigré il n'y a pas longtemps, ça faisait 7 ans qu'il était dans le bassin, qui attendait son tour pour pouvoir s'en venir. Fait que oui, il y en a qui vont arriver puis qui vont avoir la résidence permanente tout de suite quand ils arrivent à l'aéroport, mais c'est souvent parce qu'ils se sont préparés pendant des années avant d'arriver ici. Fait qu'ils font la demande à partir de leur pays d'origine avant de venir ici? Le processus commence vraiment dans leur pays d'origine? Oui, mettons, soit tu viens de manière permanente, puis tu peux faire ta demande dans ton pays avant d'arriver ici. Puis là, quand tu arrives ici, ben, c'est parce que tu as attendu ton tour, puis ça a été long, là. Soit tu t'en viens ici, mettons, comme étudiant ou comme travailleur temporaire, puis là, tu t'intègres dans la société... Tu parles le français dans un monde idéal, puis là, ben, tu obtiens ta résidence permanente. Okay. Fait que, puis là, on parle de le français parce qu'on est au Québec, mais c'est comme c'est-tu plus facile d'émigrer au Québec qu'au Canada, mettons, ou... C'est à la même place, avec. Je te dirais que ouais, mais non, mais c'est parce qu'il y a l'aspect français, tu sais, c'est comme est-ce qu'on va prioriser un certain bassin de population qui parle français, puis tu parlais que tu travailles beaucoup avec le Maroc, l'Algérie, c'est parce que c'est une communauté francophone, j'imagine, fait oui, ça facilite les choses.
C'est aussi parce que moi, je me suis adonnée à faire mon marketing en français, puis c'était plus facile pour moi de le faire comme ça. Ouais. Fait que c'est ça qui est revenu à moi après avoir lancé ma bulle dans l'univers, ben... Puis là, je passe sur un autre non, je me calme. C'est quoi les 80 chemins? Est-ce que c'est tout gouvernemental? C'est toutes des instances gouvernementales différentes qui traitent différemment les demandes? Ou c'est régi par... Ouais, ton c'est ça, c'est quoi ça, là? Ça, c'est le gouvernement qui régit les 80 chemins d'immigration? Oui. C'est le ministère de l'Immigration canadien. Fait que t'as le ministère de l'Immigration canadien, puis il y a... l'immigration, ce qui rend ça complexe, c'est que t'en as une part qui est régie par les provinces, puis une part qui est régie par le fédéral. On est bon là-dedans, au Canada, de splitter les tâches. OK. Fait que, exemple, au Québec, mettons, là, je suis un étudiant, puis je veux m'en venir ici, ben ça va me prendre une autorisation de la province, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, un CAQ, un certificat d'acceptation du Québec. Non. Maintenant, je sais. Je sais. Puis, après ça, ben il va obtenir l'autorisation de son permis d'études avec le fédéral. Faut qu'il passe par les deux. Ça devrait pas être le contraire? Le pays avant la province, non? Il faut comme que... De ce que j'ai compris, le point final, que parce que mon ex est française puis elle était là-dedans tout le temps. Tout le temps. Puis il faut comme que tu prouves au Canada que la province va t'accueillir parce que tu peux comme pas résider tu sais, ta maison ou la place où tu irais travailler, c'est régi par la province. Fait que eux sont comme, nous on veut t'accueillir, mais prouve-nous que la province en dessous de nous veut réellement t'accueillir, puis c'est eux qui vont dealer avec toi. Fait que si eux t'acceptent, après ça, tu vas voir le fédéral, puis tu dis, regarde, Québec, ils me veulent. Okay. Là, nous, on regarde si on veut t'accepter aussi en tant que comme pays. Fait que c'est comme les deux paliers. Si je me trompe pas, c'est pas parfait. mal ça. C'est excellent comme explication. Moi et toi, que vous! Je suis justement surpris en ce moment. C'est rare, mais ça arrive. OK. Mais fait que là... Mais là, moi, je suis encore mêlé dans les 80 chemins. Là. Peut-être c'est le chiffre 80 qui est mal. Là. Ça, c'est 80 au niveau fédéral ou provincial? Tout mêlé. Tout mêlé. Super, ça m'aide beaucoup. Fait que là-dedans, t'as comme travailleur temporaire, étudiant, puis j'en ai 2 sur 80. Mais, ouais, vas-y, excuse-moi. Ben, ce que j'allais te dire, c'est, mettons, au Québec, tu sais, tu peux immigrer... T'as le programme des résidents temporaires, t'as ceux qui ont de l'expérience, t'as ceux qui ont diplômé au Québec. Tu sais, puis ça se décline en sous-programme, si on veut. Là. OK, fait que c'est vraiment selon ton statut en tant qu'immigrant futur ou dans le processus que là, tu vas choisir un de ces chemins-là, dans le fond. C'est ça? Parce qu'exemple, moi, j'arrive, j'ai un diplôme, là, ça fait que j'emprunte le chemin 2 sur 80, mettons. Mais si j'arrive puis je suis un réfugié de guerre, mettons, mais là, c'est le chemin 7 sur 80. C'est-tu un peu ça? Oui, ça, c'est... tu y vas selon tes caractéristiques personnelles. Puis là, dans le fond, souvent, ce qui va arriver, c'est un processus d'élimination, là, dans le sens que... Tu sais, si toi, tu viens me voir et tu me dis « Geneviève, je veux immigrer au Canada, puis, tu sais, je suis vraiment motivée. » OK. Il y a beaucoup de gens qui sont très motivés, mais pas beaucoup de gens qui réussissent. Fait que là, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va regarder, OK, c'est quoi ton éducation? C'est quoi ton expérience professionnelle? C'est quoi ton âge? Ta conjointe? Tes enfants? Etc., etc. Puis tout ça, il y a un système de calcul de points, là. OK. Ah ouais, ouais. OK. La majorité des cas, ça se fait par un calcul de points. Fait qu'il faut qu'ils remplissent un certain nombre de points pour être éligible à l'acceptabilité. Tu sais, le plus grand programme, là, le programme qui est le plus vaste, qui accueille le plus de monde, c'est le programme d'entrée express au Canada. Puis ça, c'est un programme qui, on y va avec, mettons, si moi j'ai 500 points, puis là, le tirage se fait à 550 points, ben mon score est trop bas. Fait que là, j'attends, puis j'espère que le prochain tour, ils vont venir repêcher les gens qui ont mon score.
Un peu comme genre coteur puis contingentement des programmes, ça va dépendre. Pas un seul cave, hein? OK. Fait que là, fait que là, avec la quantité d'immigration qu'on a ces temps-ci, parce que là, si je ne m'abuse, avant la COVID, on était comme une 30aine de millions au Canada, puis là, on est genre rendu 41 quelques millions, là, je sais pas trop, là, mais j'ai pas vérifié mes chiffres précisément, malheureusement. On l'a précisé au début. Mais récemment, beaucoup d'immigration au Canada. Oui, ça, on est d'accord qu'il y a eu beaucoup d'immigration au Canada. Puis, moi, j'avoue que ce qui me fait rire là-dedans, c'est qu'on dit il y a beaucoup d'immigrants temporaires. Tout d'un coup, tu sais, on se surprend qu'il y a beaucoup d'immigration temporaire, alors que, coudonc, ces gens-là, ils sont pas arrivés par bateau débarqués en Arctique, là. Tu sais, ils sont arrivés parce qu'on leur a donné un visa, puis on leur a dit « OK, c'est beau, vas-y, là. » Fait que ça, c'est un enjeu que je trouve qui est un peu tannant, qu'on se surprenne de l'immigration temporaire, puis qu'il y en ait autant tout d'un coup, quand finalement, c'est quelque chose qui aurait pu être contrôlé ou mieux planifié, peut-être. Parce que là, eux, ces gens-là, quand ils arrivent avec le visa, c'est quoi? C'est un visa touristique, puis après ça, ils restent? Ou c'est un visa de travail temporaire de 6 mois? Ou un visa de travail temporaire, mettons, pendant 2 ans. Puis après ça, sinon, comme un étudiant qui vient faire sa maîtrise ou son doctorat, ça, c'est des affaires on le savait qu'ils s'en venaient, tu sais. Puis on savait qu'il y avait un risque qui reste aussi, généralement. Là, c'est ça que... Pas que je compte ça, mais tu sais, je veux dire... On fait la promotion du fait qu'il reste. Ouais. Puis le gouvernement, notamment le gouvernement du Québec, a des genres d'ambassades là, à l'étranger. Puis ils font des sessions d'information pour encourager les gens à venir au Québec. Puis... T'sais, ils sont invités à venir, puis il y a des programmes pour qu'ils restent, puis qu'ils obtiennent la résidence permanente. Puis après ça, on dit on en a trop accepté. Il y en a trop. OK, on crée notre problème. Sans nécessairement le quantifier, est-ce que c'est vraiment une bonne partie de l'immigration qui part de temporaire, qui décide vraiment de poursuivre en résidence permanente? C'est-tu comme un 50%? Je veux pas aller dans les chiffres justement parce que c'est... Grosso modo, là. Ouais. Ah, je te dirais que le pourcentage est extrêmement élevé, puis c'est un peu ça l'objectif, tu sais. C'est quelqu'un qui part de, mettons, je parlais du Cameroun, qui part du Cameroun, qui va dépenser, mettons, c'est 15 000 par année pour des études universitaires. Une fois que tu as dépensé 30 000 $ pour t'en venir au Canada puis faire une maîtrise, as-tu le goût de retourner chez vous et d'aller gagner 500 $ par mois, tu sais? Ouais. Non, c'est sûr. C'est beaucoup de démarchage. C'est aussi, comme tu disais, c'est de laisser époux, épouse derrière, famille, amis, tout, maison. S'il y en a qui c'est tout vendre pour avoir accès à ces 15 000-là, pour venir ici. Fait que là, c'est sûr que c'est beaucoup de choses pour repartir après 1 an et demi, mettons. C'est quoi, mettons, je suis curieux, le processus le plus vite que tu aurais vu pour quelqu'un qui obtient une résidence canadienne, peu importe le chemin emprunté, là? C'est des réfugiés. Ça existe pas. Le plus vite, mais 7 ans. Ce qui a déjà existé pendant une courte période, c'est justement, mettons que ta conjointe, tu me dis j'ai rencontré quelqu'un, puis là, tu la parraines, ce que j'ai déjà vu, ça tournait autour de 10 mois, là. OK. C'est quand même rapide. OK, mais il faut une personne A quand même qui soit en territoire canadien pour qu'il y ait cette facilité de transition-là. Ouais. Il faut, OK, c'est ça. OK, fait que ça, c'est dans le cas extrême du plus vite, puis un cas extrême du plus lent que tu as vu. Ça, souvent, c'est que tu vas tomber dans des dossiers où il y a des enjeux de sécurité nationale, de criminalité, de problèmes médicaux, etc. Fait que ça peut traîner des années et des années, là. Ah ouais, ça fait mal pareil, là. Pour finir par un refus, mais tu sais, c'est des gens qui souvent savent ce qu'ils ont fait puis ce qu'ils n'ont pas fait. Fait outre, c'est pas une grosse surprise. Ouais. Outre les crimes, disons, qu'est-ce qui peut... C'est quoi les
les aspects majeurs qui font qu'une personne serait refusée au Canada, tu sais. J'imagine, comme tu disais, exemple, bon, c'est sûr, parler le français, ça peut aider pour aller vers le Québec, des choses comme ça, parce que c'est pas un truc qui est partout dans le monde, la langue française, comparée à l'anglais. Outre ça, quelles autres choses peuvent occasionner un refus? Des fois, ça va être, mettons... C'est pas tant un refus, mais tu sais, les gens, ils réussissent pas à se qualifier parce que leur niveau d'éducation est pas tout à fait assez élevé. Puis, un certain... Tu sais, quand l'agent d'immigration fait ses calculs de points, il va allouer une certaine valeur à la maîtrise ou, peu importe, au diplôme de la personne. Mais si ce diplôme-là, quand il arrive ici, il n'est pas reconnu, ça, c'est problématique. Ça cause des refus. Là. Est-ce que la maladie peut être justement dans les refus? Tu l'as dit, je pense, vite, parce que, tu sais, par exemple, on a l'assurance santé gratuite pour tous les Canadiens. Ça peut peut-être être quelque chose qui peut être attirant pour quelqu'un d'un autre pays, qui peut-être, là, je veux pas... tu sais, quelqu'un qui a une maladie grave puis qui dit comme hey, je vais m'essayer pour aller au Canada puis tout, puis une fois arrivé ici, on découvre qu'il l'a, c'est quoi, on va le kicker out ou les gens, ils passent des examens médicaux avant de rentrer ici. Okay. Puis il y a comme tout le concept d'un certain plafond qui est la moyenne de ce que ça coûte pour un Canadien moyen. Okay. Puis si on s'attend selon ta maladie, est-ce que ça coûte plus cher que la moyenne sur X nombre d'années? C'est un calcul super artificiel, là, mais à ce moment-là, tu pourras pas rentrer, ni toi, ni le reste de ta famille. Je comprends. Je voulais t'entendre sur quelque chose, justement, parce que j'avais un cercle d'amis avec beaucoup d'immigrants français. Puis pendant leur travail, études, puis il y en a quelques-uns qui sont devenus résidents permanents et ainsi de suite. Il y a de quoi que je trouvais absurde, mais que je suis comme dans les deux côtés, qui va comme suit. Pendant qu'ils sont pas résidents permanents encore, fait qu'ils sont temporaires, ils payent des impôts aussi à la case de l'assurance santé, comme tu disais. Mais ils n'ont pas la carte soleil. Fait qu'ils payent pour des services qui n'ont pas accès, parce que quand ils allaient à l'hôpital ou quelque chose, il fallait qu'ils prennent rendez-vous par des cliniques privées ou par des assurances privées. Fait que dans quel ordre d'idée ou comment que ça fonctionne que des immigrants temporaires payent pour des services, mais qui n'ont pas accès? C'est-tu éthique, pas éthique? On voit ça comment? C'est-tu pour les fonds publics? Je trouvais ça comme spécial de payer pour un service qui finalement on leur donne pas. Puis on est comme, oui, tu nous dois 1000 $ cette année pour... Tu n'y as pas accès. Fait que je te lance là-dessus. Je veux juste savoir ton idée de... C'est monnaie courante, mais c'est que pourquoi, dans le fond? Je t'avouerais que ça, c'est le genre de truc que c'est plus administratif que du droit de l'immigration pure comme moi je fais. Ceci dit, la France a une entente avec le Québec pour que les gens au Québec, quand ils sont au Québec, ils puissent avoir accès à la sécurité sociale. Mais précisément comment ça fonctionne, ça, je saurais pas te dire. T'es allé trop deep. Non, mais au pire, je veux juste vous entendre comme ça sur le vif sans nécessairement connaître la situation. C'est juste d'arriver à quelque part, de payer pour un service pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Puis pendant 3 ans, si t'avais besoin d'aller à l'hôpital, ben tu y vas. Mais tu payes comme aux États-Unis, tu payes ton soin au prix coûtant, mais tu te bacs avec une assurance. Mais c'est un peu c'est ça, la situation de payer pour un service que tu n'as même pas accès. Moi, juste l'impression que c'est un coût mal caché du gouvernement. Là, comme il aurait pu genre le donner une autre nomenclature au truc pour pas fâcher le monde. Là, mais tu sais, les impôts, oui, mettons les infrastructures, les routes, les transports en commun. Mais tu sais, vraiment, comme service de santé, j'étais comme, ouais, mais t'as pas ta carte d'assurance maladie, comme je sais. Ou genre un impôt qui s'appelle, mettons, une partie d'impôt pour la personne qui est immigrée, puis qui s'appelle, mettons, je sais pas, le frais d'immigration annuel, ou je sais pas, une genre de correct, taxe, ça aurait été moins pire, mais là, c'est comme... Fonds commun. Ouais, ça existe. Ça, il aime ça. Hein, non, mais c'est vrai, mais ça aurait pu être un fonds commun pour l'immigration. Frais service, t'es comme... Ouais, c'est ça, pour la gestion que ça coûte. Parce que ça coûte de quoi, ultimement, gérer tout ça, tout
ce flux de personnes. Fait que nous, on paye tout pour ça ensemble. Est-ce que les gens qui viennent payent de quoi? Absolument. Ouais, ok. Quelqu'un qui s'en vient, mettons, il y a le frais pour le traitement, puis il y a le frais pour la résidence permanente. Ok. Puis, on parle de combien, à peu près? Comme moi, quand je fais mes dossiers de parrainage, là, fait que, mettons, une personne qui vient rejoindre son conjoint, c'est 1290 $. Pour le parrainage? Pour le parrainage, pour une personne, pour un adulte. Pas par an? Non, c'est un frais une fois. Ouais, OK. One-shot deal. Ce qui a été très frustrant pour beaucoup de gens, c'est qu'ils ont demandé des visas visiteurs pendant la période de la COVID. Ils ont payé le frais de 100 $, puis ça n'a jamais été traité. Ah ouais. Puis il n'y a pas eu de remboursement. Pourquoi ça n'a pas été traité? Parce que c'était la COVID, ils ont décidé qu'ils fermaient les bureaux, mais ils l'ont comme Ils peuvent pas communiqué. travailler à distance, mettons, eux autres mondes-là. Ouais, mais venons au point technologique de la chose. C'est ça. Ça m'amène là beaucoup de... Qu'est-ce que c'était du courrier papier puis des affaires. Oui. Il n'y a pas des fax, j'espère. C'est sûr que oui. Quasiment. Ah, pas vrai! Un peu plus, tu te demandes ton numéro de carte puis ils l'écrivent à la main, puis c'est... envoie du courrier, ça prend 6 mois, est rendu où ma demande? Je sais pas, puis ils te répondent vraiment comme, tu sais, ils disent par pile de papier, là, t'es en dessous de la pile, puis on va passer à toi à un moment donné, puis là, c'est 6 mois d'attente, puis il n'y a rien d'automatisé, je peux savoir mon numéro de confirmation, je peux pas le donner au téléphone, faut qu'on prouve votre identité, ben, pose-moi des questions. Ah non, faut qu'on vous l'envoie par courrier, 10 jours ouvrables, avant d'avoir le numéro pour te connecter. C'est ahurissant. Avant qu'on embarque là-dedans, à ta connaissance, est-ce qu'il y a des pays où est-ce que c'est plus avancé côté gestion des demandes comme ça? Ça se doit d'exister, genre, ça peut pas... c'est épouvantable comment c'est lourd. Quand j'ai commencé en 2008, là, on avait encore des ordinateurs là, où c'était du DOS. Okay, en 2008. En 2008. Ok, c'est bon. En 2008, Facebook, YouTube 2005. Fait que, tu sais, comme 3 ans plus tard, notre pays traitait avec du DOS. Ça fait pas ça. Ok. Puis, une des difficultés qu'ils ont, c'est que, mettons, t'as l'ambassade en Inde, t'en as une en Chine, t'en as une... T'sais, ainsi de suite, puis ils traitent les dossiers de ces pays-là. La difficulté, c'est que ça fonctionnait en vase clos, dans le sens où si moi je suis assis dans mon bureau en Inde, avant, j'avais juste accès à mes dossiers de l'Inde. Jusque-là, ça va. Puis quand ils ont changé le système, ils ont implanté un système de gestion des cas mondiaux. Là, maintenant, il faut que Internet, chaque lettre que tu tapes, Internet va jusqu'à Ottawa, puis après ça, Internet te ramène ta lettre sur ton écran en Inde. Mais comprends-tu qu'Internet en Inde, là, c'est pas... C'est pas belle fibre, mettons, là. Tu sais, tu travailles dans des pays en voie de développement, souvent, là, tu sais, là, je donne l'Inde, c'est quand même relativement avancé, mais mettons, en Somalie, là... Ouais. C'est pas... C'est pas là que c'est plus développé technologiquement, j'imagine, mais... fait, il y a tout le temps une validation qui passe par Ottawa pour tout ce que tu types, dans le fond. C'est pas tant la validation que c'est juste le système, comment il est configuré. Il faut que ça passe par les serveurs d'Ottawa. OK. Fait qu'il y a vraiment un aller-retour autour du monde qui doit se passer. C'est... OK. Puis ils ont bâti un système... qui s'appelle le SMGC, peu importe. Puis, quand ils ont bâti ça, ben c'était pour faire fonctionner non seulement l'émission de visa, mais aussi quand tu passes aux douanes. Fait que t'es aussi sur le service des douanes en plus de ça? C'est ça? Ben, eux, ils ont un accès qui est comme restreint par rapport à nous. Tu sais, ils ont essayé de découper ça en petits morceaux pour que... peut-être pas accès à tout, mais ils ont voulu tout pitcher ça dans le même logiciel. Ça doit être un shit show. Ouais.
Ben, technologiquement, là, on n'est pas... Mais c'est pas... pourtant, c'est pas comme si on n'avait pas les ressources, là, je veux dire. C'est pas pendant la COVID qu'il y avait genre deux gars d'un cégep. Et puis là, cette histoire-là, attends, wow. C'est genre deux gars en tech dans une université ou de quoi, puis ils ont fait le passeport vaccinal ou Clic Santé ou quelque chose de même. Ils l'avaient développé en comme 2 jours avec des boîtes de pizza puis des bières. Ouais. Versus le gouvernement, ce qu'il avait fait. C'était quelle application donc? C'était l'application de la SAC. C'était la SAC? Non, ça, la SAC, c'est vraiment eux flop. autres, c'est le gouvernement, puis c'était un sacré flop. Là, mais c'est ça, c'était 2 gars qui avaient comme fait une application gouvernementale, mais genre 3 fois meilleure que ce que le gouvernement en entier avait pris comme 6 mois à faire avec 300 personnes à la tête de ça. Puis c'est 2 gars d'université qui ont fait ça, puis ont fait check, ça marche, ça bug pas. Là. Fait que c'est juste qu'on perd je comprends pas à quel point, comment ça change pas. Tu sais, comme tu dis, on n'est pas un pays sous-développé comme la Somalie. Là. Tu sais, pourquoi on n'est pas capable d'avoir des meilleurs développements, genre comme ça, dans toutes les... Tu sais, que ce soit la SAC, le passeport santé ou l'immigration, puis tout, je comprends pas, moi. Pourquoi? Je sais pas pour les autres, je sais que pour l'immigration, c'était juste... Tu sais, il y a 80 programmes à gérer, t'as les provinces qui embarquent dedans, t'as le fédéral dedans, faut qu'il y ait... Chaque programme ait sa petite case, sa petite spécificité. Faut que tu l'ailles en anglais, faut que tu l'ailles en français. Dans le fond, c'est comme la santé, genre, c'est juste une trop grosse machine, puis ça bouge pas vite. C'est ça? Excellente analyse. Mais c'est ça, c'est le même dans le domaine de la santé aussi. Là. On voudrait que tellement de choses changent, mais c'est juste trop lourd. Puis là, en plus, t'ajoutes des fonctionnaires, t'ajoutes de la bureaucratie à travers ça, puis ça vient l'enfer. OK, je savais pas que c'est comme ça aussi, mettons, avec l'immigration. Ben, je suis pas surpris, par contre. Tu sais, je comprends qu'ils veulent centraliser tout le processus, puis que tout ce qui est immigration, autant les douanes que les ambassades soient toutes à la même place, mais on est tous déjà allés sur un site gouvernemental, toi, probablement beaucoup plus. Ils allaient chercher tel PDF à telle place. Je suis comme, pourquoi tu ne mets pas un lien cliquable du tel PDF en soi que je peux le télécharger là? Aller dans la page de telle affaire, puis nanana, c'est-tu le bon? Tu le sais pas, t'as pas de confirmation. J'haïs tellement ça. Tout a appelé Revenu Québec. Ah, c'est ça que j'allais dire. Je vais me gonner si je rappelle Revenu Québec. Là, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est comme... J'ai envoyé un document, ça fait 2 ans qu'il est en traitement pour annuler des frais, genre. Puis un matin, il y a 2 agents différents qui m'ont rappelé. Un qui me dit « Ah, c'est approuvé », l'autre qui me dit « C'est décliné ». J'étais comme là. Non! Là, fait 2 ans, j'attends ça. Puis là, la première réponse que vous me donnez, c'est les 2 dans la même demi-heure. C'est n'importe quoi. Mais tu sais... Puis en plus, je me mets à leur place comme c'est pas de leur faute. T'sais, l'analogie que tu as faite avec le système de santé est bonne. Puis il y avait un entrepreneur qui disait « Ah, tu sais, moi, si j'avais à gérer ça comme si c'était mon argent, tu sais, ça serait plus efficace, Mais je pense qu'un entrepreneur qui fait ce commentaire-là, il oublie qu'il gère pas genre 40 millions de personnes là, aussi. Il n'y a pas un entrepreneur qui gère autant de salariés et tout. C'est une immense machine. Puis le Canada, c'est pas une des plus grosses populations au monde. Je pense que les États-Unis à 300 millions et plus de personnes, c'est comme... C'est immense là, comme machine, fait que c'est sûr c'est lent, mais est-ce qu'on pourrait faire mieux? Qu'est-ce que t'en penses? Clairement, il y a toujours place à l'amélioration dans tout. Puis ce qui est intéressant, c'est que dernièrement, ils ont commencé à utiliser l'intelligence artificielle. Oh, ils se sont risqués à ça? OK. Oui. Et puis? Puis, ben évidemment, chacun y va de son commentaire, mais moi, je trouve ça intéressant parce qu'avant, mettons, quand moi, j'étais au gouvernement, j'avais des employés qui travaillaient pour moi, puis leur seul job, c'était de me fournir des dossiers puis des pré-triés pour qu'ils arrivent à moi puis qu'ils sont comme classés en pile. Tu sais, je donne un exemple, là, des visiteurs. Ben, c'est pas juste je m'en viens visiter, c'est j'ai, mettons, le petit couple de 60 ans qui s'en vient faire leur croisière en Alaska puis qui veulent passer par le Québec. Bon. Après ça, j'avais celui qui vient voir sa mère, celui qui vient pour les études, blablabla. Puis là, il était tout trié. Puis là, j'étais capable de rendre des décisions parce que c'était quand même une centaine de décisions par jour là, qu'il fallait que je fasse. Là. Fait qu'il fallait que ce soit classé. Comme tu disais oui ou non si tu as le droit de passer sur notre territoire. Exact. OK. Comment? No. Je pense pas à ça quand j'arrive en avion quelque part. Je débarque avec mon passeport. Je suis comme, olé! Ça part. Ouais, ben l'avantage de venir du Canada aussi, des fois c'est un privilège qu'on nous passage avec notre passeport. On peut aller où ce qu'on veut. Vraiment.
Ben, je sais pas si tu veux aller là. Si tu veux pas aller là, c'est super correct, mais y a-tu des décisions brise-cœur que tu te rappelles que tu as dû prendre? Parce qu'il y a quand même, toi, la personne humaine derrière qui doit mettre ses émotions de côté des fois pour réussir à bien faire son travail, mais j'imagine il y a certains trucs que tu dois te remémorer et faire ça doit pas être le fun pour cette personne-là, tu sais. Je te dirais que la majorité du temps, c'était moi qui décidais est-ce que oui ou non je crois qu'est-ce que tu me dis et donc en conséquence est-ce que je suis à l'aise de t'émettre un visa. Fait que souvent je me disais est-ce que je verrais ces gens-là comme voisins mettons de mes parents ou tu sais genre de guideline que tu te donnes, tu sais que tu veux du monde qui ont du bon sens en respectant les critères de la loi bien entendu. Mais à un moment donné, j'étais arrivée dans une situation où j'étais au Pakistan. Il y a une dizaine d'enfants qui sortaient d'un orphelinat qui avaient été adoptés par des parents canadiens. Les parents les gardaient avec eux dans leurs bras à l'hôtel depuis 9 mois. Et là, je reçois les dossiers qui finissent tous par atterrir un après l'autre sur mon bureau et Ottawa me dit « Geneviève, il va falloir que tu les refuses. » Parce que c'est pas le type d'adoption qu'on veut, puis etc. Sous quelle raison, sous quel argument qui... Parce que c'est un type d'adoption qui est pas définitif. Tu sais, dans les pays musulmans, ils ont une manière de faire des adoptions qui est différente de ce qui est souhaité par le gouvernement canadien. Fait qu'en ce sens-là, ça marchait pas. Puis là, je me disais, je peux pas croire. Puis là, ça me trottait dans la tête. Puis je me réveillais la nuit avec ça. Puis là, je me disais, il faut que ces enfants-là réussissent à aller au Canada, tu sais. Puis je me suis débattue avec Ottawa pendant des semaines et des semaines. Longue histoire courte. Finalement, les enfants ont tous pu obtenir leur visa, se sont venus au Canada. De temps en temps, il y en a un qui m'envoie une photo, tu sais, des enfants qui grandissent. Nice. Je suis comme, oh, fait que vraiment, ça fait du bien à mon cœur. J'allais dire justement, c'est ça à quel point tu es imputable si, exemple, tu acceptes quelqu'un puis là, il y a un backlash par après, mais aussi, c'est hot de voir que tu as un pouvoir vraiment avec ta position d'argumentation puis de pouvoir faire changer les choses. Ça doit être gratifiant, là. C'est très gratifiant, mais c'est aussi une position qui est très lourde. Tu sais, tu vas te coucher le soir, il faut que tu sois en paix avec les décisions que tu as prises dans la journée. Puis ça, c'était quelque chose que je trouvais qui était difficile. Tu sais, là, c'est la belle histoire des enfants qui ont été acceptés, mais des fois, c'était des histoires un peu plus rochantes. Tu sais, le terroriste que tu rencontres, puis tu sais qu'il mène des activités terroristes, puis... Attends, que tu rencontres en personne? Oui, en entrevue, là. Puis là, faut que tu y fasses son entrevue. Puis là, ben, il dira pas, le gars qui fait ça. Puis tu lui diras pas carré non plus que tu sais qu'il fait ça. Fait que là, tu joues au chat et à la souris pendant toute l'entrevue. Pour finir que là, t'essayes de trouver des raisons de le refuser en te disant « Je peux pas le laisser rentrer, ça a comme pas d'allure. » Tu sais, c'est... Puis ça, y a-tu... tu sais, j'avais fait mes études en paramédic pendant un petit bout, puis il y a des trucs de... Quand tu remplis ton rapport, tu signes à la fin, s'il se passe de quoi après ça, policier aussi probablement, pis tout. Tu sais, ils reviennent te voir s'il y a un problème avec ce patient-là ou quelque chose. Si toi, il y a un immigrant qui rentre dans X nombre d'années, mois, semaines, il se passe quelque chose de criminel, santé ou quelque chose que tu avais caché, peu importe. Quand l'acceptation et le rapport est signé par toi, Geneviève, est-ce qu'Ottawa te rappelle, y a-tu eu des retours comme ça de dire qu'est-ce qui a chié dans la pelle au début, pourquoi t'as laissé passer ça? Est-ce qu'ils peuvent avoir un retour sur toi spécifiquement en tant qu'individu en disant il y a peut-être une lacune là-dessus? Ou... Oui, définitivement. Ouais. J'ai eu des retours des fois de gens qui revenaient. Tu sais, la plus grande crainte d'un agent d'immigration, c'est que tu donnes un visa, puis la personne rentre, puis fait une demande de réfugié en rentrant, une demande d'asile en rentrant, basée sur un visa visiteur que tu avais donné. C'est comme le pire scénario pour un agent d'immigration. Il t'a trompé, là. Ouais. Il m'a raconté une histoire qui était pas vraie, puis je l'ai cru, puis je me suis trompée. Fait que ça, c'est vraiment embêtant.
Là, après ça, t'as ton boss qui descend en haut. Puis là, qui vient de voir Geneviève. Là, ça fait 3 cette semaine. Faudrait que ça arrête, là. Ah ouais? Ouais. Ah, il y en avait-tu beaucoup? C'est-tu des cas qui sont arrivés souvent dans ta carrière? Ben, au début, tu commences, puis t'es naïf. Ben oui, c'est sûr. T'es gentil, tu crois tout le monde. Mais là, à un moment donné, après ça, tu vois du mauvais partout. Et c'est ça qui est dur, moi, je trouvais, c'est... Essaye de vivre dans un pays où tout ce que tu vois à longueur de journée, c'est de la fraude, c'est des mauvaises réponses, c'est des gens en qui tu peux pas avoir confiance. Puis après ça, je suis supposée sortir le vendredi soir puis aller faire des chummés avec ces gens-là. Puis à quel point le gouvernement ou l'institution dans laquelle tu travailles offre des suivis psychologiques ou quelque chose, parce que clairement, l'humain derrière doit en être affecté. Y a-tu quelconque suivi ou quelque chose qui est offert, là, encadrement par le gouvernement? Ok, j'ai eu ma réponse. T'as tellement le goût de dire oui, mais les yeux voulaient tellement dire non. Là. C'est un peu comme l'armée. Ouais. Ils me disent qu'il J'étais dans un... Tu sais, faut se remettre en contexte qu'on était 5000 applicants et j'ai fait partie des 25 qui ont été embauchés pour aller faire ce job-là. Holy shit, ok. On a été sélectionnés pour monter les échelons très, très rapidement, puis ils nous mettaient beaucoup de programmes de formation puis tout ça pour qu'on monte rapidement les échelons de l'immigration. Mais c'était pas très bien perçu de baisser le genou puis de dire ouais, sais-tu, moi, mais ces décisions-là, j'ai trouvé dur à prendre, tu sais. Fait que moi, pour ma santé à moi, j'ai choisi de revenir au Québec, m'installer avec ma famille, je fais ma job de consultante. Ça va bien. Combien de temps t'as fait ça? J'ai fait ça 6 ans. Quand même. OK. T'as le droit de mettre un genou à terre après 6 ans. Merci pour votre service. Puis, pour revenir un peu au truc qu'on débunkait sur les sans-opinion au début, on disait est-ce que le Québec est vraiment une terre d'accueil alléchante pour ceux qui viennent de l'extérieur? Qu'est-ce qui fait que le Québec est autant alléchant comme ça? C'est francophone. On a un bon système de santé, quoi qu'on en dise. Les enfants peuvent aller à l'école, c'est gratuit. Tu sais, il y a toute la perception à l'étranger que tu peux faire de l'argent puis tu peux vivre le rêve américain en français au Québec. Fait que ça, c'est ça qui fait que ça... Puis, c'est très populaire. C'est beau. Ouais, c'est beau. Mais t'en as-tu vu des familles que... Parce que moi, le nombre de fois à Toronto que je voyais quelqu'un qui me disait moi je travaille 3 jobs pour nourrir mes enfants parce qu'on vient d'arriver au Canada, puis Toronto c'est une ville qui est dispendieuse, tu sais. Puis j'étais comme, je comprends la barrière de la langue, le français c'est très complexe comme langue à apprendre, fait que là si tu parles je sais pas quelle langue puis t'as une base d'anglais, évidemment tu vas plus aller vers le reste du Canada. T'en as-tu vu qui s'étaient bien informés avant puis qui ont fait le choix de moi je vais franciser mes enfants, ma famille pour avoir accès à, je sais pas, de la propriété moins dispendieuse, à avoir accès justement à plus d'opportunités dans le monde de l'emploi. Y en a-tu qui font ce choix réfléchi là? Parce que j'avais tellement l'impression qu'il y en a qui arrivaient à Toronto puis ils étaient comme le Canada c'est Toronto puis Vancouver puis that's it. Mais j'étais comme vous mettez les pieds dans les plats parce que c'est dans les villes les plus compétitives, les plus dispendieuses, etc. T'sais. Ben justement, tu sais, il y a beaucoup le message que le gouvernement essaie d'apporter, de dire, ben écoutez, essayez les régions, essayez d'aller ailleurs. Ben moi, je me souviens, là, quand j'étais au Pakistan, là, la grande blonde de 6 pieds 1, là, écoute, j'avais pas le goût d'être en région au Pakistan puis de ressortir du lot. Fait que je peux comprendre qu'ils ont pas nécessairement cette envie-là, puis qui veulent être avec d'autres gens de leur communauté, de retrouver leurs aliments. Mais est-ce que les barrières linguistiques aussi, là, on parle que le français, je veux dire, on met des exigences assez élevées, je pense, dans le français pour immigrer au Québec?
Je me trompe-tu? T'as raison. Fait que c'est peut-être aussi un fait, genre, que les gens vont décider de rester vers Toronto ou autre parce que c'est trop difficile d'apprendre le français. Parce qu'on va se le dire, le français, en plus, c'est une langue très difficile à apprendre. Là. Fait que ça doit jouer aussi sur l'immigration vers le Québec versus vers le Canada. Oui, t'as raison. Il y a quand même... Il y a beaucoup de difficultés à apprendre le français. Puis, il faut penser aussi que au Québec, il y a comme une couche de plus de procédures pour réussir à immigrer au Québec. À cause du français? Ou il y a d'autres couches? À cause qu'on est une province puis qu'on veut gérer nous-mêmes nos quotas d'immigration. On est-tu une des plus difficiles d'accès, mettons, comparé à toutes les autres provinces? On est la seule province qui a autant de programmes puis autant de mainmise sur son immigration. Ah ouais. Mais est-ce que je me trompe ou bien Legault, il n'y a pas un différent avec Trudeau là-dessus parce qu'il y en a eu trop puis là, il demande à Trudeau d'arrêter? Je me trompe-tu ou c'est l'inverse? T'as raison. Il dit qu'il y a eu beaucoup trop d'immigration temporaire. Mais c'est là où, tu sais, on en revient à ce que je disais tantôt. Voyons, vous le saviez qu'il y aurait autant d'étudiants, de travailleurs, tu sais, on les a pas repêchés dans l'océan, là. On a reçu les documents sur les bureaux, puis on a dit oui. En fait, ils sont restés ces bureaux, là, tu sais. Oui, non, j'allais à quelque part d'autre avec qu'est-ce qu'il y en a. Je pense qu'au Canada, c'est peut-être moins pire que dans d'autres pays, mais de tout ce qui est illégal comme immigration. Est-ce que tu as touché un peu à ça dans ta pratique? Ben, je te dirais plus au niveau quand j'étais agent d'immigration, moi je voyais beaucoup faux passeport, faux certificat de mariage, fausses photos, fausses tout. Ah ouais. Puis ça, est-ce que c'est bien fait? Non mais non mais c'est con, mais c'est comme c'était étant donné, on parlait de l'aspect technologique là, qui est un peu manquant. C'était-tu comme plus facile pour eux de réussir à falsifier des documents parce que nous, on n'avait pas les méthodes de vérifier comme du monde? Ou... J'aurais pas tendance à dire ça parce que il était pas très bon pour faire des documents. Ah non? Ok, ouais. Mais il y en a qui ont réussi à passer avec ça puis on s'en rendait compte plus tard ou vraiment c'est au moment de où est-ce que toi d'intervenir ou quelque chose dans le genre? Tu sais, il y a la loi du 80-20, là. Ouais. Ben, je passais 20% de mon temps à gérer... Non, 80% de mon temps à gérer le 20% de dossiers qui étaient frauduleux. Ah ouais. Mais ça prenait une grosse part de l'assiette de mon temps dans une journée, là. Fait qu'on pourrait attribuer beaucoup de retard et de complications au niveau de l'immigration en général au Canada dû au fait qu'il y en a beaucoup qui essaient de nous passer sous le nez, dans le fond. Sûrement. C'est une bonne question. Est-ce que j'ai envie de me tromper? Non, c'est ça. T'es vraiment pas obligé. T'es vraiment pas obligé. Mais je savais pas. Parce que, tu sais, on entend souvent les gens qui passent littéralement le border à travers des zones grises, mettons. Là, c'est plus ça qu'on entend parler. Mais là, toi, tu dis littéralement que les papiers, les gens d'avance essayaient de falsifier leurs trucs. C'est fou, ça, pareil. Non, mais je pense que la personne s'obstine un peu aussi. Là. Quand Geneviève Harry avait dit ce scrapbook-là n'est pas un passeport. Je pense pas qu'ils font you got me! Puis ils s'en vont. Là. Ils s'obstinent un peu, ils reviennent à charge, puis probablement que c'est un long processus de arrête, là, genre, je t'ai eu. Là, puis ils font non. Mais moi, ça me ferait un peu rire, malgré le fait que c'est fucking triste. Là. Un scrapbook, ouais. Un scrapbook qui arrive sur ton bureau, tu fais ça marchera pas. Donc, vas-y, t'allais. Tu sais, à un moment donné, genre, pour te donner une idée, justement, j'analysais des couples, puis là, je vérifiais, bon, je pense-tu que la relation est réelle ou bien qu'ils me racontent ça juste pour faire venir X, Y, Z personnes. Ils me montrent des photos. Là, je regarde ça, je fais, il y a de quoi qui cloche. Puis là, je réalise que le monsieur puis la madame sont dans les mêmes positions, il y a les mêmes ombres, mais c'est le fond qui change d'une photo à l'autre. Ah non! Ça, c'est nous à Paris, ça, c'est nous en Égypte. Du mauvais Photoshop. J'ai fait le tour du monde, regarde les photos. Il est tout le temps bien pareil. C'est ça. Ou le t-shirt fait juste changer de couleur, là, du Photoshop trop facile. Là. J'ai dit, il me dit non, madame, puis là, il me glisse une enveloppe avec
pas de l'argent. D'autres photos encore photoshopées. Je suis comme, non, arrête! J'aurais plus pris l'argent, là. J'avais juste la carte. Ok, oh ouais. Mais après ça, eux, ils ont pas... Ils peuvent pas réessayer, tu sais, sont blacklistés à tout jamais, ou tu sais... 5 ans. 5 ans? Ok. 5 ans plus les délais de processus. Fait que ça peut, Et voilà. ça peut être une vie. En 5 ans, tu peux te faire des skills sur Photoshop quand même. Ouais, c'est ça. C'est juste comme voici une formation Adobe. C'est ça. Allez pratiquer. T'as 5 ans pour te réessayer. C'est les élections aujourd'hui. Puis il y a quelqu'un qui pense que de mettre un mur à une frontière, ça va changer de quoi? T'en penses quoi de ça? y a-tu vraiment de quoi à faire physiquement avec l'immigration dans des pays autant immenses que qu'est-ce qu'on a en Amérique du Nord? Hey, merci encore. Le sound effect. De mauvais moments. Ben, je te dirais que, tu sais, l'appât du gain, l'appât, c'est tellement attirant les États-Unis, c'est incroyable, tu sais, c'est le rêve. Quand j'étais au Sénégal, à un moment donné, je regardais des vidéos avec eux, puis tu sais, ils pensaient que toutes les poignées de porte étaient faites en or. Wow. Ah, parce que mettons, c'était plaqué ou genre peinturé en or, genre. Fait que Ben oui, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ils n'ont pas tout le temps, tu sais, l'éducation, puis l'accès à une certaine culture pour savoir que, ben, c'est peut-être pas tout à fait ça, tu sais, pour faire le discernement. Fait que, pour en revenir à ta question sur le mur, c'est n'importe quoi, là, on va se le dire. Voyons, le monde va passer par-dessus, par en dessous, ses côtés... cherche quoi, mais ils vont trouver un moyen, là. C'est bien trop attirant d'arriver aux États-Unis. Mais tu sais, y a-tu quelque chose que tu dis que c'est peut-être une lacune d'éducation ou quelque chose de certaines personnes, mais c'est toute la faute aussi du marketing propulsé par les États-Unis ou du Canada de faire regardez comment c'est beau, on est tous donc bien contents, l'American Dream, tout le monde a un bungalow, un auto, puis des familles en santé. Tu sais, c'est la faute aussi du marketing que nous on propulse de dire regarde comment c'est beau, puis on montre pas nos itinérants, on montre pas ci, on montre pas nos côtés noirs aussi en tant que pays. Oui, ça, je suis d'accord avec toi que, tu sais, il y a lieu d'y avoir une réflexion, puis il y a certaines personnes qui l'ont soulevé, là, tu sais. Il y a une illusion que c'est justement le paradis, mais il y a plusieurs histoires d'immigrants aussi que, comme tu disais, ils travaillent 3 jobs. La première génération d'immigrants, c'est pour laisser un legacy peut-être aux enfants, mais eux, ils arrivent, ils ont pas plus de vie que... Puis là, on va toujours nuancer, on sait pas, ils arrivent de où aussi. Là. Mais pour pousser l'illusion encore, c'est qu'il y en a qui pensent encore que le rêve américain, c'est le même rêve américain qui est dans les années 70, 80, 90. Tu sais, je veux dire, c'est plus la réalité d'après-guerre nécessairement. Puis quand tu regardes les États-Unis en ce moment, ben, t'as un pays qui est super déchiré entre gauche-droite. L'écart entre les riches puis les pauvres est stupide. C'est bien nice le rêve américain, mais ça coûte 200 000$ à aller à l'université. C'est comme... Tandis que... Je sais pas, j'ai l'impression que le rêve canadien, c'est le nouveau rêve américain. Là, ce qui peut-être justifie le fait qu'on a une haute... en fait, une forte croissance des chiffres. 41,288. Merci. 41? J'étais pas loin. OK. Mais, ouais, tu le sens-tu, ça, un peu, que le Canada, c'est comme un peu un nouveau American Dream côté immigration? Je sais pas si c'est moi, c'est peut-être parce que j'ai un parti pris pour où est-ce qu'on vit, mais pour avoir beaucoup voyagé, j'ai fait plus qu'une trentaine de pays, puis partout, c'est bien... Tu sais, c'était bien accueilli, c'était agréable. Fait que c'est sûr que les gens, puis surtout quand tu dis que tu travailles en immigration, ben là, les gens, ils veulent savoir comment ils peuvent s'en venir. Puis... Ouais. Tu te fais courtiser, mettons. Hey, moi, j'aurais... Tu sais, parce que toi, tu parlais du mur États-Unis-Mexique, puis tu sais, le chemin Roxham, là, tu sais, on en a entendu parler pendant des années. Là, il est comme fermé, puis ma première question était, qui passait par ce chemin-là, provenant des États-Unis ou provenant, comme mettons, du Mexique, puis après ça, voulait venir au Canada? C'est grossièrement, là, c'est qui passait par ce chemin-là? Puis c'était quoi comment il rentrait au Canada? Ensuite, qu'est-ce qu'on faisait quand il était rentré au Canada via le chemin Roxham? Ben, il y a eu du monde de plusieurs nationalités.
Il y a eu, tu sais, à un moment donné, dans certaines communautés, le mot se passe, hein? Puis là, ben, le mot s'est passé à travers certaines communautés. Puis là, les gens, ils sont rentrés. Je les nommerai pas volontairement. Non, c'est bien correct. Pour pas les les taguer. Ouais. Puis, une fois qu'ils étaient rendus au Canada, ben au Québec, plus spécifiquement, ils allaient dans des centres d'hébergement. Puis là, ils obtenaient les services pour pouvoir avoir un logement, pour là, essayer de trouver un emploi, puis ainsi de suite. Là. Mais c'était-tu des clandestins, en quelque sorte? Pourquoi on les laissait comme rentrer? Puis, tu sais, je veux dire, je vais parler un peu à travers mon chapeau aussi, là, je connais pas toute l'histoire autour de ce chemin-là, mais on en a souvent tellement entendu parler. Pourquoi on a laissé cette frontière-là comme ouverte de même? Parce qu'on est nice. On est nice, effectivement, Mais il y avait une entente avec les États-Unis, l'entente des tiers pays sûrs, qui disait que s'ils arrivaient des États-Unis, on pouvait comme pas les refouler à la frontière. On avait comme pas le choix d'y prendre. Parce qu'ils sont comme pas plus aux États-Unis, genre? C'est un peu ça? Ben... Ils sont comme pas citoyens américains, on peut pas comme leur shipper leurs problèmes. Ouais, il y a un peu de ça qui était là-dedans. Mais dans toute cette histoire-là du chemin Roxham, moi, ce que j'ai trouvé vraiment déplorable, c'est que ça ressortait constamment. Puis c'est devenu, je trouve, dans l'esprit des gens, comme si la majorité des immigrants au Québec arrivaient par le chemin Roxham, puis qu'ils n'ont pas d'éducation, puis qu'ils savent rien faire, puis ça, je trouvais ça vraiment dommage parce que moi, quand j'ai quelqu'un qui arrive, là, puis qui est ingénieur en informatique, puis qui s'en vient ici, puis qui travaille au ministère de la cybersécurité du Québec parce qu'il est vraiment calé dans son domaine, on n'entend pas parler, lui. C'est en train de dire que les médias, des fois, font une certaine fixation sur de quoi, ben, ça change l'opinion publique. Ah non, câlisse. Je veux juste comme terminer avec un message, mettons, peut-être plus optimiste, plus positif, tu sais. Est-ce que le Canada a encore selon toi, un grand, malgré justement qu'est-ce qu'on entend dans les médias, puis tout, un vouloir d'être une terre d'accueil, puis la possibilité de continuer à être une terre d'accueil dans le futur. Puis là, ma question se propulse aussi dans la réalité environnementale qui, dans les prochaines années, va forcer encore beaucoup d'exil de plusieurs personnes, de plusieurs pays. On est une belle place, remplie de ressources naturelles, remplie de territoires. Est-ce que tu vois un futur positif pour le Canada et les paysans du monde? On est un des pays où il y a le plus d'espace par habitant. Oui. Fait que j'ose croire qu'il y a encore d'espace pour une petite partie de l'humanité, de la planète. On l'a constaté qu'il y a des ajustements à faire. Hein? Mais à partir de là, je pense qu'avec un peu de bon vouloir, il y a moyen qu'on s'organise entre nous. Puis, tu sais, sous quel droit est-ce que j'oserais réclamer d'avoir toutes les ressources et de ne pas les partager? C'est là où, moi, je trouve qu'il y a moyen de faire de quoi, là. C'est justement comme dans des discussions comme ça, avec ce que tu fais sur tes réseaux aussi, que je pense qu'on va être capable de réussir à pousser ce genre de message-là plus positif, plus optimiste, parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'on parle d'immigration, ben, c'est rare que, comme tu dis, qu'on en parle d'une manière positive. Souvent, on parle des enjeux et des problèmes reliés à ça, mais il y a beaucoup de beau là-dedans, puis il y a beaucoup de bon pour nous aussi, les Canadiens. Et, ouais. Je trouve qu'un peu plus de positivisme, ça ferait du bien. J'invite en fait tout le monde à aller suivre tes réseaux. Ben en fait, c'est ça, regarde, la caméra sur nous est là. Fait que je t'invite à dire comme sur ton Facebook, YouTube, c'est bien ça? Oui, la chaîne YouTube, c'est Savard Immigration. Puis j'ai aussi un Facebook, là, Geneviève Savard RCIC. Fait que on se retrouve là. Ouais, pour plus d'informations puis tout ça. Fait que, en tout cas, bravo. Moi, c'est de la belle information que j'apprenais aujourd'hui. Je me sens un petit peu moins nul, mettons. Un gros merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les questions. C'était intéressant. Voilà. Ciao. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.